le service public toujours. Lorsqu'on est tiers de confiance, les amis, depuis Louis XI, on en a connu des évolutions, voire des révolutions. Sauf que le tremblement de terre du digital et des nouveaux usages est une véritable lame de fond qui met à mal la résilience de la Poste. Alors comment se repositionner dans ces métiers et son business model? Comment redonner du sens au travail des postiers? Quelle équation économique entre la présence dans les territoires, le service au public et la viabilité économique? Et des vastes questions qui ne s'expédient pas comme une lettre à la poste, évidemment, mais qu'on va aborder avec quelqu'un qui, lui aussi, fait preuve d'une longévité certaine. Depuis 12 ans, son président. Merci d'accueillir Philippe Val, qui nous rejoint sur cette scène. Voilà, merci Philippe Val. Je vais être très attentif. Merci encore d'être avec nous. Je vais rejoindre nos amis dans l'assistance. Asseyez-vous. Je préfère que vous mettiez à ma droite parce que mon oreille gauche est faible. Très bien. Et si je me mets en face de vous, comme ça, allez, voilà, pas mal, comme ça. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis absolument ravi de cette invitation. Et j'ai compris que ce que vous attendiez de moi, c'est que je vous dise 2 ou 3 choses que je sais d'elle, c'est-à-dire de la Poste. Mais la Poste, non pas pour la décrire, mais la Poste pour vous expliquer ce que les postières et les postiers ont accompli comme transformation depuis une vingtaine d'années. Parce que ce qui est intéressant, et j'ai bien aimé votre référence, madame, aux histoires. C'est pas simplement de raconter les histoires, mais c'est d'essayer de tirer les leçons de ce qui a été réalisé. Alors peut-être pour commencer par l'histoire, vous expliquer une révolution dont vous êtes les acteurs. Puisque en 2008, vous écriviez encore 18 milliards de lettres que nous transportions, et cette année, vous n'en avez plus écrit que 5. Nous sommes donc, nous dont le métier central est la lettre, depuis Louis XI, effectivement, c'est lui qui a créé la Poste du Roi en 1477, eh bien, nous avons vu fondre au cœur de notre groupe le métier cœur et clé de ce groupe. Et puis, on est passé donc de 18 milliards de lettres que transportaient nos factrices et nos facteurs à 5 milliards de lettres. Pour aller un peu plus loin, parce que Jean-Pierre Hulot m'expliquait que vous étiez dans les entreprises. Je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires de votre entreprise. Nous, entre 2013 et 2025, on a perdu 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec cette baisse du nombre de lettres. C'est-à-dire qu'on a perdu chez nous l'équivalent du chiffre d'affaires de tout le groupe RATP, vous voyez en gros à quoi ça ressemble, ou de Dassault Systèmes, qui est une entreprise, qui est une des plus belles entreprises numériques françaises. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et face à une histoire comme ça, la collectivité postale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a décidé de prendre son destin en main et de se transformer pour s'adapter. Elle l'a fait non pas parce qu'elle avait lu Charles Darwin, qui dit « ce n'est pas le plus puissant qui survit, ce n'est pas le plus intelligent qui survit, c'est celui qui sait s'adapter ». Je ne suis pas sûr que toutes les postières et les postiers avaient lu Charles Darwin. Mais l'idée de fond était bien celle-là, s'adapter pour, au-delà de la lettre, rester présent dans la société, rendre service, contribuer à son développement, assurer la pérennité de ce qui est, en France, la première entreprise, puisque nous ne sommes pas la plus grande entreprise française par le personnel, ça c'est Sodexo. Sodexo a 470 000 employés dans le monde. Nous n'en avons que 230 000. Mais en France, nous sommes 200 000 postières et postiers. Et aucune entreprise n'est aussi importante que ça en France. Donc, un choc absolument majeur qu'on peut qualifier de révolution, y compris parce qu'il comporte une partie de violence. On a perdu 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et une communauté humaine qui décide de prendre confiance en elle-même et qui décide d'assurer sa pérennité et qui, objectivement, 12 ans après, a assuré sa pérennité. Je vais juste vous raconter en quoi nous avons transformé la Poste.
Et après, je reviendrai sur les leçons qu'on peut tirer de cette transformation collective. Alors, pourquoi est-ce qu'on a transformé la Poste? Vous allez pouvoir en juger avec les indicateurs habituels des entreprises dans lesquelles vous travaillez, dans lesquelles vous vivez. Nous avions 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013, quand je deviens PDG. Nous en avons perdu 7. Jusque-là, tout le monde suit. Ça veut dire qu'on devrait être à 15. Nous sommes à 35. Donc, vous voyez bien que nous avons pris en main le destin et que nous avons décidé collectivement de répondre à cette espèce d'attrition de notre métier historique par la diversification. Et on s'est diversifié dans le colis, d'abord. Aujourd'hui, la Poste, c'est d'abord une entreprise de colis. 53% du chiffre d'affaires est en colis. Et évidemment, on a été porté par, là pour le coup, votre comportement à toutes et à tous aussi, c'est-à-dire la commande massive par e-commerce de colis. Et nous sommes aujourd'hui en Europe numéro 1 ex aequo avec DHL. On a 13% de part de marché dans le colis. Le numéro 3 étant notre premier client, Amazon, qui doit avoir 12% de part de marché. Là, je suis en train de vous parler de 3 milliards de colis. Et quand je suis arrivé, on en faisait à peine un. Donc, on a surfé sur le colis. On a conforté notre banque en faisant une très grande opération bancaire pour constituer un modèle classique dans la banque française qui est le modèle de banque assurance, comme nos 5 très grands concurrents. Il faut en matière de banque, et je ne sais pas si vous en êtes tous conscients, savoir que dans les 10 premières banques européennes, il y en a 5 françaises. Et nous, on est la 11e. Donc ça veut dire que notre marché est le marché où nos concurrents sont parmi les acteurs les plus puissants en Europe. Mais on s'est profondément diversifié grâce à ça. On a lancé des services numériques qui approchent le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, notre entreprise s'appelle DocaPost. C'est elle qui fait le DigiPost. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui reçoivent leur salaire par DigiPost. Bon, DigiPost, c'est nous. Très bien. On fait l'identité numérique. La Poste, c'est la seule qui soit souveraine. Donc, si vous avez une identité américaine, vous êtes susceptible d'être espionné par la CIA. Si vous avez DigiPost, vous ne pouvez pas, ou l'identité numérique, vous ne pouvez pas être espionné par la CIA. Et, comment ? Il y a un moment commercial dans chaque expression d'un chef d'entreprise. Et s'il n'y a pas de moment commercial, changez le boss, franchement. On est là pour ça. Et la dernière chose, parce que je pense que c'est la chose à laquelle vous êtes la plus attaché, je parle de vos enfants ou de vos petits-enfants. Pronote, vous connaissez Pronote? Eh bien, Pronote, c'est la Poste. Voilà. Eh bien oui, c'est la Poste, vous ne le saviez pas, mais c'est la Poste. Donc, on s'est développé dans le numérique. La dernière chose, qui est le métier auquel je crois le plus pour l'avenir, mais pour l'instant, la réalité ne m'a pas totalement donné raison encore, c'est les services de proximité humaine, c'est-à-dire l'idée que nous fassions confiance à nos factrices et nos facteurs, dont le métier historique est en train de disparaître, pour être les promoteurs du lien social face à la révolution qui arrive dans notre pays et dont nous ne sommes pas conscients, qui est le vieillissement de la population. Et je vous redonne 2 chiffres en matière de vieillissement de la population, non pas pour qu'ils vous saisissent, mais pour qu'on soit tous conscients de ce qui arrive pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il y avait 600 000 nonagénaires en 2013. Il y en aura 1,3 million en 2030. Il y avait 20 000 centenaires dans notre pays en 2013. Il y en aura 55 000 en 2030. C'est un tsunami gris de vieillissement qui arrive et qu'il ne faut pas prendre du tout avec accablement, puisque la grande puissance de la démographie, c'est sa prévisibilité et son inéluctabilité. Ça vient. Donc il y aura des vieux partout. Et jamais dans l'histoire humaine, non, j'insiste, parce qu'on n'en prend pas la mesure, jamais dans l'histoire humaine, il n'y a eu des sociétés aussi vieilles. D'accord ? Et donc il va quand même falloir que les uns et les autres, on réfléchisse à la façon dont on va gérer ça, pour éviter qu'il n'y ait pas simplement un scandale Orpea, mais des milliers de scandales Orpea, ou des millions de personnes qui sont en état de mort sociale. Le concept n'est pas un concept postal, c'est le concept de l'association. Et donc,
On s'est diversifié et aujourd'hui, et je vais terminer l'explication de cette transformation, aujourd'hui notre chiffre d'affaires n'est donc pas de 15 mais de 35. On gagnait en gros 400 millions d'euros net en 2013, on en a gagné 1,4 milliard l'année dernière. Et ce milliard 4, je ne peux pas m'empêcher de le rappeler, il est fait après que l'État ne nous compense pas la moitié de nos missions de service public. Vous êtes tous habitués à prendre le train, vous êtes venus ici en TGV, vous êtes tous habitués à prendre le métro, vous avez de l'électricité, on en a tous là. Toutes ces entreprises ont des charges de service public. C'est normal, puisqu'il y a une déficience de marché, on leur demande de faire des choses que le marché ne fait pas. Elles sont toutes compensées à 100%, sauf nous. Nous, on est compensés à 50%. Si vous voulez savoir pourquoi, demandez à la direction du budget. Mais en fait, lors de ma dernière discussion avec eux, ça a été assez rapide. Pourquoi voulez-vous, Philippe, qu'on vous verse 1,2 milliard puisque vous en gagnez 1,4 ? D'accord ? Je comprends le raisonnement. Sauf que, d'abord, c'est un raisonnement où l'État ne paye pas ses dettes, puisqu'il nous met des charges sur le dos et il ne les paye pas. Et la deuxième chose, c'est que c'est un raisonnement qui est en train d'étouffer, le cas échéant, notre boîte. Donc, l'entreprise s'est transformée. Et enfin, et là, je vais faire confiance à votre sens du secret, de la confidence. Je prends un risque, hein, puisqu'on est plus de deux. Mais, comme vous êtes des DRH, je me lance. Tout ça s'est fait avec une baisse de la conflictualité sociale. Vous n'avez entendu parler au cours de ces 12 années d'aucune grève à la Poste, moi non plus d'ailleurs. On a eu 19% de grévistes lors de la 3e journée nationale d'action sur la retraite. Mais globalement, le corps social a suivi, il a participé, il s'est emparé du projet et toute confidence dite, c'est parce que le corps social a pris ce projet en main qu'il a réussi. Sans les postiers, le PDG de la Poste et le COMEX de la Poste, ils ne peuvent rien. Je donne un dernier indice qui devrait permettre de clore le débat sur la transformation et qui est un indicateur de l'adhésion des 200 000 postières et postiers français. CGT Sud, que je ne veux pas qualifier comme syndicat, mais je pense que les deux noms vous suffisent, additionné faisait 55% des voix aux élections sociales quand je suis arrivé en 2013. 5 élus sur les 7 du conseil d'administration. Aujourd'hui, ces deux syndicats font 37% et non plus que 3 élus au conseil d'administration. Donc, vous prenez les choses comme vous voulez. Le fait que les postiers, qui restent des salariés modestes, qui font partie de la classe ouvrière, si on reprend les références marxistes, eh bien, ils ont montré qu'ils adhéraient à ce projet. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a réussi. Maintenant que j'ai posé ces éléments factuels, tout ça est factuel. C'est des vrais chiffres, alors on peut les voir autrement. Mais ce sont des vrais chiffres, c'est la réalité. Ce qui, je pense, peut vous intéresser en tant que dirigeant, c'est comment ça s'est fait et pourquoi ça a réussi. Et puis peut-être aussi ce qu'il va falloir faire par la suite, parce que je vous disais que j'arrive pas à dire ça sans sourire, parce que sans humour, on survit pas. Hein. On a déjà perdu 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'ici 2030, on va encore en perdre 2,5. Hein. Donc pensez au chiffre d'affaires de votre boîte. Nous, on va encore perdre 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc l'histoire n'est pas terminée. La première chose, c'est une méthode de partage stratégique. Un partage stratégique profond et sincère. Partage stratégique qui commence par un diagnostic. Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le sujet auquel nous devons répondre ? Le sujet auquel nous devons répondre, maintenant c'est évident 10 ans après, mais à l'époque ce n'était pas si évident, c'est notre métier historique, qui faisait 40% de notre chiffre d'affaires en 2010, est en train de disparaître. Et comme toujours, le réel nous mord. Le réel, c'est quelque chose qui nous mord. Alors souvent, on regarde à côté. Et je me souviens très bien de syndicalistes me parlant à mon arrivée à la Poste. Je n'étais pas encore le PDG, j'étais le patron de la banque, et le patron, c'était Jean-Paul Bailly, mon prédécesseur. Je me souviens d'un syndicaliste au conseil d'administration, tout au début, en 2011, qui me disait « Ah, je sais, Philippe Val,
vous allez encore me parler de la soi-disant baisse du courrier. D'accord? Et c'est les biais traditionnels qu'on a tous, on peut aussi avoir des biais. Le biais du syndicaliste, c'est si j'accepte devant le patron de reconnaître que notre métier cœur est en train de s'effondrer, ben, il faut que j'apporte des réponses. Il faut que je réponde à la menace patronale qui est, puisqu'il y a un problème, il faut s'adapter. Et donc, la fuite, c'est de dire la soi-disant baisse du courrier. Bon, ça a duré 3 ans quand même, cette comédie du biais, vous voyez, jusqu'à ce que, répétant tous les jours, vous avez vu, je l'ai fait aujourd'hui, il n'y a pas d'exception depuis 12 ans, j'ai rappelé qu'on faisait 18 milliards de lettres en 2008 et on n'en fait plus que 5. D'accord? À l'époque, c'était moins, hein, mais bon, voilà. Le diagnostic, c'est la clé. Et le diagnostic, il conduit à quoi? Si nous ne bougeons pas collectivement, non seulement l'entreprise va vivre un immense plan social, mais aussi sa mission au cœur du pays qui transporte les postiers, parce que c'est des gens transportés par leur mission, va disparaître. Or, la mission de la Poste, ce n'est pas de distribuer de la lettre. Vous l'avez cru pendant 6 siècles, mais ce n'est pas vrai. La lettre est un prétexte. La réalité du service de la Poste, le soft skill des factrices et des facteurs, c'est le lien social. C'est la campagne actuelle. Oui, c'est le lien social. Pourquoi ? Et ça doit donner de l'espoir à tout patron, puisque le patron, il cherche de la croissance. Parce que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des animaux sociaux. Nous ne pouvons pas survivre sans les autres. Le bébé ne peut pas survivre sans sa famille, et nous sommes l'une des seules espèces de la planète qui soit frappée par ce que l'on appelle l'altricialité secondaire, c'est-à-dire que tous les nourrissons de toutes les espèces, en général, acquièrent une autonomie rapide. Les nôtres, il leur faut 4 à 5 ans pour être, pas autonomes, mais pour pouvoir survivre. Et cette altricialité, c'est non seulement un sujet pour les nourrissons de l'espèce humaine, mais c'est un sujet pour les vieux. Parce que les vieux, s'ils sont seuls, ils dépérissent. D'accord ? C'est en ça que ce concept de mort sociale des petits frères, des pauvres, est si puissant. Il fait peur, mais c'est la réalité. Entre d'une vieille personne qui est insérée, dont la famille est là, ou dont des proches sont là, dont on s'occupe, à qui on va livrer un repas tous les jours, et la personne qui est seule, on parle de 4 à 5 vies, de vie en bonne santé en plus. Et donc, vous voyez là se dessiner, à partir du diagnostic, la ligne de fuite de notre stratégie. De notre stratégie, ça a été de se dire, mais on va arrêter de déprimer, personne ne déprimait, mais il n'y a pas lieu de déprimer, il n'y a pas lieu de se révolter, parce que de toute façon, la révolution numérique est là, il y a lieu d'agir, et d'agir de manière collective, constructive, à partir d'un plan stratégique, puis un autre plan stratégique. Notre premier plan stratégique, c'est 2014-2020, et ça s'appelle La Poste 2020, conquérir l'avenir. Et là, tout est clair. On se projette loin pour obliger tout le monde à faire de la stratégie, et pas simplement une toute petite projection financière à 3 ans. Non, on se projette à 7 ans. Et on dit clairement que le sujet de l'entreprise, c'est la conquête, la castagne, la croissance. Vous voyez, on rentre dans une logique de conquête. On ne va pas attendre que les autres nous marquent des buts. On a décidé de marquer des buts. Et ce premier plan stratégique se termine par une opération majeure qui assure la pérennité du groupe pour les 10 ans à venir. Au-delà, je ne sais pas. C'est l'opération de rapprochement entre la Caisse des dépôts et la Poste, et l'opération de rapprochement entre la CNP et la Banque postale, ce qui veut dire que la Banque postale devient une banque assurance, comme ses 5 grands concurrents. Et puis en 2014, parce qu'il ne faut pas s'arrêter et qu'on va encore perdre des milliards de chiffres d'affaires, on se dit il faut relancer un plan stratégique. Et cette fois-ci, on dit, entre 2021 et 2030, la Poste 2030, engagée pour vous. Alors, que dit le titre ? D'abord, le titre, il dit on veut voir loin. On veut se forcer à penser loin. Pas simplement 3 ans comme une projection financière. Qu'est-ce qu'on sera en 2030 ? Et vous voyez que c'est audacieux.
Mais comme c'est audacieux, ça force à être intelligent. Le deuxième terme important, c'est l'idée de l'engagement. Nous sommes très attachés aux 4 missions de service public que nous assurons, qui sont la distribution du courrier, vous voyez exactement ce que ça veut dire, la distribution de la presse, qui est le truc qui nous coûte le plus cher. On soutient plus la presse à la Poste que du côté de l'État. D'accord ? C'est un truc qui nous coûte presque 600 millions par an. L'aménagement du territoire, nous sommes tenus de garder 17 000 points de contact partout sur le territoire. Et enfin, l'accessibilité bancaire, qui est un service public spécifiquement français, qui n'existe pas en Europe, mais qui nous permet d'accueillir tout le monde à la Poste. Ça veut dire qu'on est la première banque des défavorisés et on est la seule banque des exclus. Il y a en France, il faut que vous le sachiez, vous le savez d'ailleurs, 300 000 sans domicile fixe, ils sont tous clients à la Poste. D'accord ? Alors vous allez me dire, c'est que 300 000 sur 67 millions. Ouais, mais enfin, c'est des clients un peu spéciaux quand même. Hein, voilà. Et donc, il y a ces missions de service public qui font l'adhésion de notre corps social, qui font de son engagement, son professionnalisme, son courage face aux difficultés. Et on s'est dit, mais on est au XXIe siècle, il y a des nouvelles tendances dans la société. Comment, en tant qu'entreprise de service public, on se met au service de la société du XXIe siècle? Et là, on a élaboré un plan, une stratégie d'engagement sociétal qui veut dire qu'on agit en matière d'écologie, qu'on agit en matière de vieillissement, vous l'avez vu, je vous en ai parlé, qu'on agit en matière numérique, on lutte contre l'exclusion numérique, et qu'on agit en matière territoriale, on lutte contre l'exclusion territoriale. Et donc, on a fait émerger ce concept d'une entreprise engagée qui estime que elle peut essayer de se battre, et elle va se battre contre le fameux théorème de Milton Friedman, exprimé dans un article du New York Times du 13 septembre 1970. La seule responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de maximiser son profit. Eh bien, nous pensons que la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est évidemment de gagner de l'argent. Je suis un patron, c'est évidemment par ça qu'il faut commencer, mais ça ne peut pas être, et ça ne doit pas être, que la maximisation du profit, et toute l'entreprise est tournée vers ça. Nous sommes donc dans ce processus de transformation, et il fonctionne. Je ne sais pas encore ce que seront les résultats de 2025, et d'ailleurs, j'en assurerai pas la totale responsabilité, parce que quand j'ai accepté votre invitation, chers amis, j'avais prévu de parler devant vous en tant que retraité. Mais la semaine dernière, je n'ai pas pu prendre ma retraite, car je n'avais pas de successeur, ça va venir, hein. Et donc, j'ai fait une prolongation de 3 ou 4 mois. On va voir combien de temps ça dure, pas plus, mais pour assurer la continuité de l'entreprise. Mais c'est un détail personnel. Et donc, cette transformation, elle est soutenue par les salariés. Elle rend évidemment les salariés de la Poste extrêmement fiers. Et je vais céder, non pas à un moment commercial, mais à un moment politique. La Poste est la seule entreprise où les salariés femmes gagnent 0,04% de plus que les hommes. On est en train de parler de dizaines de milliers de salariés. C'est le résultat de 10 ans d'action. C'est 10 ans, il y a 12 ans, avec notre DRH, nous avions programmé ce moment, non pas en Avignon, mais ce moment de 2025 où on aurait atteint l'égalité salariale parfaite. Et pour nous, à la Poste, vous voyez bien que c'est au moins aussi important qu'une mission de service public. Pourquoi ? Parce que ça veut dire à toutes les femmes, j'en vois beaucoup dans la salle, mais ce n'est pas pour elles que je le dis seulement, toute entreprise qui veut instaurer l'égalité salariale, elle peut le faire. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait dans un contexte où nous avons à la fois des métiers qui sont très accueillants pour les femmes, le métier de factrice et de facteur, mais des métiers aussi qui sont peu accueillants pour les femmes, comme les métiers numériques. Et pour nous, cet engagement pour la cause des femmes vous montre ce que veut dire engager pour vous en 2030. Voilà la transformation dans laquelle nous sommes. Alors la suite de l'histoire, comme vous l'avez compris, ce n'est pas moi qui l'écrirai, même si postiez un jour, postiez toujours, n'est-ce pas Muriel ?
Il y a une ancienne postière qui a été la patronne de DocaPost et de la RSE chez nous dans la salle. Donc Muriel était postière un jour, elle est postière toujours. Mais la suite, c'est de poursuivre la transformation. Et souvent, les postiers qui ont l'occasion de me manifester leur affection, leur engagement en ce moment, hein, c'est normal. Ils s'attendaient à ce que je parte à la retraite. Enfin, il y a 3 semaines, ils ont compris que c'était grippé, le truc, mais quand même. Et je leur dis toujours, mais ce que vous pouvez faire de plus grand pour le groupe et pour moi-même, c'est dépasser ce que nous avons construit. Non pas le poursuivre, mais le dépasser. Et alors, où est-ce que je vois les 2 principales pistes de dépassement ? Les 3. Le premier, c'est accroître les profits quand même, parce que normalement, on devrait gagner 2 milliards nets. Donc 1,4 milliard, c'est pas assez. Alors c'est pas assez, c'est pas une question de veau d'or, c'est qu'il faut investir. Et pour investir, il faut gagner beaucoup d'argent. Et donc notre profit normal, c'est 1,4 milliard. Le jour où on sera compensé par l'État, bah, vous voyez bien, si on est compensé d'1,2 milliard en net, ça fait 800, on a passé les 2 milliards. Et à partir de 2,2 milliards, la boîte est complètement autonome financièrement. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de ses actionnaires. Et c'est ça qu'on essaye de viser. Ça, c'est absolument essentiel parce que c'est ce qui permet à tout le reste de fonctionner. Là, je suis un peu moins populaire chez les syndicats quand je commence par ça. Mais je commence tous mes discours par ça. Il faut d'abord gagner de l'argent et assurer notre pérennité. La deuxième chose, c'est, j'y crois, même si je ne suis pas toujours suivi, c'est ces fameux services de proximité humaine et le tsunami anthropologique autour de la vieillesse. C'est une demande considérable. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on distribue 40 000 repas par jour à des personnes âgées à travers les centres communaux d'aide sociale. Donc 40 000 des 150 000 repas distribués tous les jours le sont par nous. Notre objectif, c'est 135 000 sur les 140 000. D'accord ? Donc les postiers ont encore du boulot, là, il faut y aller. Mais vous voyez bien que c'est un truc très concret. Bonjour Madame Martin, bonjour Madame Thomas, on vient vous livrer le repas de la journée. Et quand on est un samedi, on vient vous livrer 2 repas, le samedi et le dimanche. Vous voyez bien l'utilité dans un pays qui va bientôt avoir 2 millions de nonagénaires. Donc ça, c'est une grande tendance de ce qui nous arrive. Et je pense qu'on doit être le leader de tout ça. Et puis la deuxième chose, et là, objectivement, Donald Trump et les Américains nous aident beaucoup, c'est l'idée de la souveraineté et de l'intimité électronique et numérique. Je me souviens avoir parlé à Sciences Po lors d'un cours de stratégie où j'avais été invité de tout ce qu'on faisait il y a 10 ans, à mon arrivée, et les jeunes dans la salle se moquaient de moi. Mais poliment, hein, mais en disant, mais franchement, l'intimité, mais on a tout sur Facebook, et on a tout sur machin. Et je leur disais, mais attendez, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous êtes dans une logique, c'est en ça que la littérature et l'éducation peut servir, qui nous ramène à la Boétie. Ça s'appelle le discours de la servitude volontaire. Vous êtes en train de vous livrer à des grandes plateformes, et vous verrez que ce ne sera pas tenable. Il se trouve que l'histoire nous a donné raison. Il y a eu ce scandale de Cambridge Analytica où Meta a truqué tout ce qui était possible d'être truqué. Puis alors là, maintenant, avec Trump, c'est encore mieux. Je ne sais pas combien d'entre vous ont Dropbox, mais si vous avez Dropbox, vous êtes susceptible d'être visité par la CIA et la NSA en permanence. Donc la prochaine fois que vous mettez une photo en maillot de bain de vous sur Dropbox, pensez au fait que la NSA peut y avoir accès, et elle y aura accès un jour si c'est son intérêt. Tout ça pour vous dire, avec un clin d'œil d'humour, que ce sujet de l'intimité numérique, de la confiance numérique, de la souveraineté numérique, va être un énorme business pour nous. Et je ne sais pas où on sera avec DocaPost dans 5 ou 10 ans, mais ça peut devenir un business absolument considérable. Alors, comment est-ce qu'on obtient, et je terminerai par là, ces transformations? On l'obtient non pas par l'intelligence de quelques-uns, mais on l'obtient par la fabrication de l'adhésion des 230 000 personnes. C'est comme ça que ça marche. Et ça, on l'obtient par le partage du diagnostic. Je vous parlais de partage stratégique. La sincérité, c'est les autres qui en jugent. Mais
pour vous donner des exemples concrets de la méthode. J'ai rendu 204 fois visite aux postières et aux postiers un vendredi sur le territoire. Donc 204 fois en 12 ans, je suis allé passer un vendredi avec les postiers, à 7h15 avec les facteurs, on taille la bavette, et Monsieur le Président, pourquoi vous augmentez pas plus nos salaires? Et Madame la factrice, parce que vous êtes 200 000 et augmenter les salaires, ça fait tout de suite beaucoup d'argent. Et ça, 204 fois. Il y a même un reportage, j'en profite, dans Match de la semaine dernière, qui s'appelle la dernière tournée du patron, où on raconte ma dernière visite dans le Gers. Et avant, je n'avais jamais trimballé un journaliste. Là, c'était parce que c'était la dernière et que je pense que c'est une méthode d'une puissance incroyable. Je le fais moi-même. J'ai fait plus de 148 réunions à ces occasions-là avec les syndicalistes locaux. Ce qui veut dire que ma pomme, en tant que patron, connaît souvent mieux les syndicalistes de Sud, de CGT et de la CFDT que les responsables des fédés postales eux-mêmes. D'accord? Donc je discute avec eux, je parle de tout. Et pourquoi vous augmentez pas nos salaires? C'est évidemment la première question qui a toujours la même réponse, mais la répétition fait la pédagogie. Et puis une troisième mécanique de proximité, c'est le panel. Et là, je n'en ai fait que 116. Et ça, c'est 25 postiers et moi pendant 1h30. Donc on est seul dans une salle, pas de hiérarchie. Et ils me parlent de tout et je leur parle de tout. Et j'ai su dès la première réunion en octobre 2013 à Lyon que c'était gagné, parce que se lève une jeune factrice, blonde, et elle me dit « On peut vraiment poser toutes les questions ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous garantir, Monsieur le Président, qu'il n'y aura pas de plan social sous votre mandat ?» Et j'ai dit « Non, et je vais vous expliquer pourquoi. » Et c'était gagné. Enfin, c'est considérer les syndicats sincèrement comme des partenaires stratégiques. Et donc, il faut que vous sachiez que 2 fois par an, je fais 4 heures avec chacune des fédérations syndicales. On a la chance d'en avoir 7. Heureusement, il y en a 2 qui se sont regroupées, donc ça fait que 6 réunions. Et on a un dossier stratégique qu'on travaille avec elles. Ils ont un dossier stratégique comme s'ils étaient administrateurs. Et alors, moi, j'ai à ma droite ma directrice financière, à ma gauche ma DRH, et pendant 4 heures, on répond à leurs questions. Et ce travail de partage stratégique, pour moi, en dehors du fait qu'on a fait des bons choix, mais pour moi, c'est ça l'explication de la réussite de la transformation. Si on prend 15 secondes, un peu de distance avec la Poste, parce qu'il n'y a pas que la Poste dans la vie, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? D'abord qu'il est faux que rien ne peut changer en France. C'est faux. La plus vieille entreprise de ce pays, confrontée à un choc létal, non seulement a survécu, mais elle gagne 1,4 milliard et elle va continuer à se développer. Donc c'est pas vrai qu'on peut rien changer en France. Et je vous assure, on a des syndicats à la française, c'est-à-dire des rebelles. Le français est rebelle. On dit souvent le français est râleur. Non, il est râleur et rebelle. D'accord ? Et donc, si vous ne faites pas de partage stratégique avec les rebelles, vous ne pouvez pas y arriver. Il est faux de dire qu'en France, on ne peut rien changer. La deuxième chose, c'est que les salariés vous observent en permanence. Vous êtes sous leur regard et ils observent évidemment, parce que c'est humain, c'est anthropologique, les écarts entre ce que vous leur demandez de faire et ce que vous faites vous-même. Ils regardent ça. On peut se dire, ils sont jaloux, ils sont casse-pieds, ils se perdent dans les détails. Ouais, sauf que le comportement humain, c'est ça. Et si vous êtes cohérent et sincère avec votre engagement, vous avez une chance de les emmener jusqu'au bout du monde. C'est ce que nous avons fait. Si vous ne l'êtes pas, alors vous en perdez beaucoup en route. Et je vais vous donner 2 exemples. Et Muriel le sait. Quand je suis arrivé, nous avions 15 chauffeurs à la Poste. 15 chauffeurs de direction à la Poste. C'est pas scandaleux d'ailleurs, parce que quand je suis arrivé, on était 270 000. Et c'est une immense entreprise. Aujourd'hui, il y en a 4. Et je les ai supprimés très rapidement. Pourquoi? Non pas pour... je leur voulais pas de mal. Les uns sont devenus comptables, les autres sont devenus chargés de sécurité.
mais parce que le message que nous voulions envoyer, c'était on va vous demander des efforts à tous, tout le monde va faire un effort. Les salaires de la catégorie C, c'est-à-dire le top 400, ont été bloqués pendant 3 ans. Bloqués. Le mien y compris, enfin le mien est bloqué par principe. Donc, et donc, on envoyait un message qui était on demande un effort à tout le monde, mais nous aussi, on fait un effort. Et puis, dernier effort symbolique très important, les localisations immobilières. Comme on est très nombreux, chacune des business units du groupe avait son donjon. Donc il y avait un siège du groupe et il y avait 11 immeubles de siège. Et évidemment, les gens sur le terrain, on se dit, le facteur d'Avignon, il ne sait pas ça. Mais bien sûr qu'il sait ça. Il sait qu'il y a 11 immeubles de siège, même s'il n'est jamais allé à Paris. Et donc, on a pris un sifflet et on a sifflé la fin de la récré et il y a 2 immeubles de siège dans le groupe. Un immeuble où il y a tout le monde et il y a un immeuble où il y a la banque. Alors pourquoi la banque est à part? Parce que les 5 premiers clients, parmi les 5 premiers clients de la Poste, il y a les autres banques. Et donc l'idée de faire venir les patrons du Crédit Agricole sous une enseigne, la banque postale, pour taper... voilà, c'était pas excellent d'un point de vue commercial. Donc la banque a un siège, la Poste et tout le reste ont un siège, et on envoie des messages incroyablement forts. Je voudrais conclure en disant que, finalement, la culture a évolué, même si la culture postale n'a pas disparu. Oui, mais elle s'est modernisée, elle a évolué. 27% des facteurs faisaient un acte commercial en 2013. Quand je suis arrivé, ils sont 67% aujourd'hui à vendre. Au début, ils me disaient, on est les facteurs, on n'est pas les vendeurs. Et... le fait que nous soyons le leader du développement durable dans le monde, toute entreprise, tout pays, les rend plein de fierté. Et c'est grâce à cette fierté-là qu'on va continuer à développer la Poste. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu univoque et un peu pro-postal, mais à la fois, c'est juste mon métier. Et donc, merci de votre attention que j'ai trouvée particulièrement professionnelle. Merci à toutes et merci à vous. Merci à vous. Merci Philippe Val, restez avec nous. Quand on parle de la voix du leader, il a une sacrée voix. Et quand on voit que quand on est leader ou manager, il faut savoir communiquer. Chapeau. Je suis sûr que vous avez des réactions. Peut-être que Muriel peut oui, nous... il faut quand même que Muriel, il faut vous lever quand même. Alors, donc, on va apporter un micro. Il doit y avoir un micro par ici, Philippe, s'il vous plaît. Voilà, je vais... merci à vous. Merci, Sophie. Madame B. Bonsoir, Philippe. C'est extrêmement délicat. Donc, c'est pas du tout délicat. Postière un jour, postière toujours. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comme tout ce que Philippe a partagé et a brillamment présenté. Et apporter. C'est vrai qu'on aurait pu mourir. C'est vrai qu'on a fait un choix. Ça fait partie des scénarios. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est aussi, je pense, important de le dire quand on a parlé aux équipes et porté aux équipes. C'est que parmi les scénarios, il y en avait un qui consistait à disparaître petit à petit dans un silence qui, somme toute, n'était jamais que le reflet de ce que le marché nous demandait de faire, à savoir ne plus transporter de courrier. Et les choix qui ont été faits ont été des choix courageux, dont certains, effectivement, sont plus difficiles que d'autres, parce que parfois le marché vous suit, parfois le marché ne vous suit pas, parfois on est précurseur, peut-être trop, et puis parfois on est complètement dans la plaque, et ça marche. Moi, ce dont je peux témoigner en tant que collaboratrice et proche de Philippe et postière historique, c'est à quel point on a toujours partagé à la fois les difficultés et les réussites, à quel point cet alignement pardon, je vous appelle comme ça, mais je ne vais pas vous dire président. Mais toujours maintenant. Appeler Philippe. Oui, hein. oui. Puis président, je vais l'être de moins en moins, Oui, alors que Philippe, il y a des chances que ça dure. Hein. Voilà, je l'ai toujours appelé Philippe. À quel point cet alignement, c'est quelque chose de fondamental, de très très visible, même dans une entreprise aussi grande.
et de la compréhension de cette intimité-là et de cette incarnation-là a été quelque chose de fondamental pour cette réussite, y compris peut-être parce que vous ne le voyez pas, mais elle a poussé les frontières très loin en parlant de territoire, hein, ce groupe La Poste, en allant jusqu'à couvrir des univers qui sont des univers qui vont au-delà des frontières françaises et faire comprendre, non pas pour des questions de capacité à comprendre, mais pour des questions de sens donné à des facteurs, des guichetiers de nos territoires, le pourquoi on allait jusqu'aux confins de la Russie ou Amazonie. Voilà. On est le 3e assureur du Brésil. Nous sommes le 3e assureur vie du Brésil. Oui, et ça c'est un sujet extrêmement important dans le sens que l'on donne à l'effort et à cet effort collectif et quotidien. Et c'est vrai que je peux vraiment, avec beaucoup de fierté, témoigner de la manière dont Philippe a porté ce sens, toute l'équipe, et Philippe au premier chef, tous les vendredis. Ce qui nous faisait parfois râler parce que du coup, il revenait le lundi avec beaucoup d'idées, beaucoup de contre-exemples, beaucoup de réalités décalées de ce que l'on aurait voulu, mais qui était aussi une excellente corde de rappel pour une équipe siège qui pouvait parfois partir un peu dans des idées et des illusions. Voilà. Je ne sais pas si je peux dire autre chose en l'état, mais merci. Moi, je trouve encore. Ça super. On applaudit Muriel. Merci Muriel. Et alors, merci de ce témoignage. Merci beaucoup. Muriel, un dernier petit clin d'œil. Muriel trouvait que ça devenait trop simple à La Poste, donc elle est partie redresser Orpea chez Emeis. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Voilà. Merci Muriel, merci encore. Dans un univers quand même où j'ai trouvé beaucoup de choses proches, des gens, beaucoup de gens, on dit people intensive, hein, en mode un peu franglais, plutôt col bleu, les mêmes que nous. Ah ben nous on est col bleu. Hein. Oui. Et donc la même chose que ce que Philippe décrivait lorsqu'on parle de ceux et de celles, surtout celles à qui on confie les fragiles, nos fragiles, hein, et du coup beaucoup de besoins d'expliquer, de sens et de vision pour porter là aussi, hein, dans l'univers Emeis, des choses qui dépassent les frontières, puisque Emeis couvre l'ensemble de l'Europe. Et vous imaginez l'importance qu'il y a à donner du sens à nos aides-soignantes qui se sont levées ce matin à 6h pour prendre leur vacation à 7h30 ou 8h à Avignon et qui font commun et qui font sens commun avec celle de Cracovie. C'est beaucoup de choses communes. La seule chose qui soit différente, Philippe, je ne vous l'ai jamais dit, c'est qu'on a un capital confiance et un capital sympathie énorme dans l'univers postal. Ah oui, bien sûr. Vous avez confiance en nous. Oui. C'est comme ça. Le tiers de confiance, voilà. je le disais. Vous avez confiance en et nous. c'est vrai qu'Emeis souffre terriblement. Oui, mais vous allez le reconstruire. Merci. Vous allez le reconstruire. Merci Muriel. Merci Philippe. Tu as une question. Tiens. On a plein de questions, Philippe. Ah, il y a même Jean Lassalle. Monsieur le député, salut. Vous allez bien? Et moi aussi. Eh ben, il faut. Tu prendras la parole après, Jean. D'avoir avec ma petite voix. Qui êtes-vous, madame? Parce que Muriel, je la connais, mais vous? Moi, je suis Diane Rivière et j'interviens dans le métier de l'investissement sur les sujets de capital humain et de gouvernance. D'accord. Après avoir été DRH de nombreuses années. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention et j'étais sensible à votre vision du métier du lien et du soutien à nos anciens, les personnes plus âgées dans nos sociétés dont nous serons demain et qui seront de plus en plus nombreux. Et vous nous confiez que c'était difficile et que ça décollait pas, ce nouveau service. En tout cas, que c'est... Voilà. Et pourtant, vous y croyez. Et je serais très curieuse de vous écouter nous confier un peu quelles sont vos convictions, qu'est-ce qui fait que c'est difficile, qu'est-ce qui fera que demain, ça peut marcher. Voilà. Alors, et vous savez... C'est très important pour un patron de reconnaître qu'il peut échouer. Moi, je l'ai toujours fait. Essentiellement parce que j'ai réussi. Parce que si on a vraiment échoué, on n'a pas envie de se pencher là-dessus. Mais quand vous avez réussi, c'est important de parler des moments de doute et des moments d'échec. Vraiment.
y compris parce que vous parlez vrai. Et donc, il y a des acquisitions qui ont été des échecs. Et je dis, cette acquisition a été un échec. Ça veut dire, cette acquisition a été mon échec. Pour revenir à votre question, la Cour des comptes, au début de l'année, a été assez sévère vers sur nos nouveaux services en disant ça ne donne pas ce que ça devrait donner. Elle oubliait entre-temps qu'on avait mis 5 milliards dans la CNP qui crachait 1 milliard. Vous voyez, un détail. Et que Géopost, qui est notre grand acteur du colis en Europe, était passé de 4,5 milliards de chiffre d'affaires à 16. Une paille. Bon. Mais comme elle avait décidé de nous mettre à l'amende, si j'ose dire, symbolique, sur les nouveaux services, elle disait, mais Philippe Val y croit beaucoup, ça ne donne pas ce que ça doit donner. En gros, vous avez perdu 7 milliards de chiffre d'affaires, ça n'en rapporte que 800 millions. Ouais, sauf que quand on a démarré, c'était zéro. Hein. Bon, premier point. Mais c'est vrai que ça n'a pas encore donné ce que ça va donner. Chaque point est important. Pourquoi ça ne l'a pas encore donné? Parce que les gens ne veulent pas payer. À ce stade, les gens ne veulent pas payer. On a un service qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». Vous payez 20 € pour 4 visites par mois à votre mère, grand-mère, etc. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas payer, alors même que, j'en profite pour le dire, ça bénéficie du statut fiscal des dépenses à domicile. Hein. Donc, en fonction de votre taux, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez faire adhérer à ce service à la sortie, je suis à votre disposition. Mais, non, fondamentalement, madame, ça c'est de l'humour. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas payer. Alors pourquoi ils paieront demain? Mais parce que ce sera indispensable. Il y aura de telles situations de détresse, de solitude, de mort sociale que le pays devra réagir. Donc je suis absolument sûr que ça va marcher. Alors est-ce que nous, on en sera le leader? C'est ça que je ne peux pas dire. Parce que ça dépendra du type d'offre qu'on fera. Vous voyez bien qu'avec nos 40 000 livraisons de repas tous les jours aux personnes âgées, un jour, il y en aura 500 000 en France. Donc si on prend ce marché, c'est fondamental pour les facteurs. Mais je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Il y a les heures de convivialité. Un certain nombre d'entre vous doivent travailler dans les secteurs médico-sociaux. Il y a donc une allocation très importante en France qui s'appelle l'allocation de perte d'autonomie. Et pour les milliers d'allocataires de perte d'autonomie, qui sont tous des vieilles personnes, au-delà de 75 ans, on a des heures de convivialité. Les heures de convivialité, c'est la mise en œuvre administrative de la conviction que je vous donnais, que le lien social permet aux femmes et aux hommes de ne pas dépérir. Et donc, le département paye 2 heures par semaine juste pour qu'on tape le carton ou qu'on boit un petit noir avec une vieille personne. Bonjour Madame Martin, je suis X, je viens de la part du département, je m'assieds 2 heures et on taille la bavette pendant 2 heures. C'est très bon pour le moral, ça permet de vivre plus longtemps et ça évite la socialisation du très grand âge qui coûte 5 fois plus cher que le maintien à domicile. D'accord ? Ben, les facteurs commencent à faire ça. Alors au début, les associations hurlaient à la mort en disant « vous allez nous prendre notre job ». Enfin, comme il manque 200 000 aides-soignants, et que nous, on a 60 000 facteurs, le truc va marcher. Vous voyez ? Donc, je crois que ça va marcher. Je crois que ça va marcher. Oui. Une réaction. Merci Merci de cet éclairage, parce que je voudrais faire le lien entre ce que tu nous disais, Philippe, tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle et le fait, par exemple, que quand on est dans un service RH, on n'a plus besoin de faire de la saisie et de la comptabilité et de l'administratif. Voilà, moi, depuis plusieurs années, je me pose cette question. L'IA va remplacer le trader. Le trader dans l'ingénierie financière. Pas le facteur, madame. Et qui, pas non, le mais facteur. attendez. Et qui est aujourd'hui à des niveaux de rémunération qu'on connaît très élevés. Oui, moins le facteur. L'IA ne va jamais remplacer l'assistante, l'auxiliaire de vie. Bien sûr. Et la question fondamentale de notre société, c'est à quel moment ce shift s'opère? Parce qu'aujourd'hui, on continue à rémunérer de façon excellemment élevée des métiers qui vont de fait être totalement disruptés par l'IA, et on n'a pas encore donné leur valeur au métier du soin, du lien. Madame en parlait chez Emeis. Voilà. Et donc, quel est, en plus, ici, Igencia est un acteur qui permet justement d'amener
à des qualifications des personnels qui ne vont pas faire nécessairement Bac+5, mais qui ont une place dans la société. Et quand l'IA supprime ces métiers qui doivent retrouver une place autrement, comment allons-nous rémunérer demain? C'est quoi le chemin? Ça viendra. Et d'ailleurs, vous avez vu que la rémunération symbolique de la première ligne a été considérable pendant la Covid. Le problème, c'est qu'elle n'a été que symbolique et qu'elle n'a duré qu'1 an. Mais avec le vieillissement de la population, les choses viendront. Et puis, vous parlez d'une chose importante. Peu importe le Bac+5, parce que nos salariés, ils ont des soft skills que ni les gens de l'ENA, ni les gens de Harvard, ni les gens de l'X n'ont. Les soft skills, cette capacité à être de plein pied avec des millions de personnes. Vous voyez, il y a très peu de gens qui sont capables d'être de plein pied avec tous les gens qui nous entourent en dehors de cette salle. Les facteurs, ils savent. Les facteurs, ils arrivent et ils créent la relation. On a une dernière question, c'est Jean. Jean Lassalle, tu voulais parler, Jean. Ça risque de prendre du temps avec Jean. Hein. Jean, juste une dernière question et après, on conclut. J'ai compris l'urgence de la situation. Mais je ne peux pas me réjouir uniquement en quelques fractions de secondes du bonheur qui a été le mien d'avoir été retenu par votre magnifique famille des Pays d'Avignon et compagnie et des territoires. Alors, et d'avoir rencontré Frédéric, Violette, et puis le président, etc. Mais alors, rencontrer Philippe Val, je n'aurais pas pensé, et Muriel non plus, que c'était possible. Parce que je suis le seul député au monde à avoir fait venir dans ma petite contrée son lointain prédécesseur qui s'appelait Jean-Paul Bailly. Exactement. Très bon parce que je l'interpellais 2 fois par semaine à l'Assemblée et qu'il trouvait que ça faisait trop. Parce que je ne voulais pas le féliciter de la mutation pour laquelle il n'était pour rien d'ailleurs, du service de la Poste qu'on voulait faire disparaître, alors que sous tous les gouvernements, y compris sous toutes les invasions et toutes les guerres, il y avait toujours eu un ministre des Postes et Télécommunications. Alors Jean-Paul Bailly s'est fatigué, il a fini par venir, j'ai réuni tous les maires de toute la région. Bon, il a fait quelques promesses, il en a tenu une, je pense, ou 2, celle de garder le contact. Voilà. Mais ensuite, quand je vois ce qu'est devenu la Poste, qui n'a aucune raison objective d'exister aujourd'hui, dans un monde cartésien, hors des territoires, tel que nous le vivons. Eh bien, 1000 fois bravo d'avoir réussi cette incroyable performance. Ça, c'est un peu du génie français. C'est la raison pour laquelle, au nom de tant et tant de millions d'hommes et de femmes, je dis merci. Bravo, Muriel, d'avoir été là aussi à relais, d'engager une nouvelle cause. Et bien sûr, je suis à tout jamais maintenant, ça ne durera pas très longtemps, je pense, mais enfin, pour l'instant, surtout si c'est cette canicule, ça ne durera pas très longtemps, mais un défenseur des territoires de l'Avignonnais. Et il y a ici un monsieur, tout à l'heure, peut-être que tu devras parler un petit peu avec lui, parce qu'il me dit qu'à Avignon, il y a un petit problème de la Poste, et te connaissant, je sais que tu vas le régler. Merci Philippe Poil. Merci Jean. Poil. Et merci Philippe. Merci beaucoup. Un plaisir d'avoir été avec vous.